Voilà, donc ce matin, on va étudier les oscillations couplées de deux masses, donc avec trois ressorts. Donc les deux masses sont choisies identiques et on va mettre en évidence la notion de mode propre. Donc les deux raideurs extrêmes sont identiques et donc il y a un ressort au milieu qui donc nous sert de ressort de couplage. Alors j'ai fait deux dessins, un dessin à l'équilibre et puis un dessin hors équilibre. Donc à l'équilibre, les trois ressorts, on a choisi la même longueur à vide. On aurait pu choisir des longueurs à vide différentes. Ça aurait été un tout petit peu plus compliqué dans les calculs. Et donc, hors équilibre, les masses vont s'écarter de la position d'équilibre de x1 et de x2. Donc ça, c'est la masse M1, la masse M2. Et regardez, une précaution importante, c'est que sur le dessin, vous prenez des x1 et des x2 qui sont positifs. Donc le but pour nous, en fait, c'est de montrer, comme l'animation vidéo le montre, que ce système-là peut osciller et que tout système d'oscillation peut se décomposer dans la base de ce qu'on appelle les modes propres. Donc il y a un mode symétrique où les deux masses oscillent comme ça, il y a un mode antisymétrique et puis de façon générale, c'est un mélange de deux modes propres. Alors pour faire ça, on va établir ce qu'on appelle un système d'équations différentielles couplées. Et donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse M1. On pourrait lui donner un nom, mais les deux masses sont égales, elles valent toutes les deux M. Donc à M1 et puis après à M2. Donc on aura M x1 point. Donc ce sera la force exercée par le premier ressort, donc ici. Alors, tout de suite, on va voir comment exprimer la tension d'un ressort. Il n'y a qu'une seule petite formule à connaître. J'ai presque envie de l'écrire ici. La tension d'un ressort, c'est moins sa raideur fois l'allongement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'allongement? L'allongement algébrique. Donc, c'est sa longueur totale moins sa longueur à vide fois un vecteur unitaire U. Et j'ai envie de mettre vecteur unitaire U dirigé de la partie fixe vers la partie mobile. Alors plus précisément, parce que là on verra que le ressort du milieu il est mobile des deux côtés, le vecteur unitaire U qu'on doit prendre ici, il doit être dirigé vers le point M qui subit la force du ressort. D'accord? Alors, grâce à ça, est-ce qu'on peut directement exprimer la tension T1 qui s'exerce ici sur la masse M1? On va prendre cette petite formule et on va l'appliquer directement. Donc ça fait moins K. On regarde la longueur totale du ressort. C'est pour ça que c'est important de prendre des grandeurs positives quand vous faites le dessin. Donc ça vous fait L0, la longueur à vide, plus X1. Vous voyez, ça vous fait la longueur du ressort numéro 1. Donc L0 plus X1, moins L0. Et puis, j'ai implicitement orienté un axe des X vers la droite. Et donc, vous voyez que le vecteur unitaire U qui va de la partie fixe, alors on peut le dire pour ce ressort-là, vers la partie mobile, c'est le vecteur UX. Donc, je multiplie par plus 1 dans la projection du vecteur UX. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la force exercée par le ressort numéro 2. C'est un tout petit peu plus difficile sur la masse M1. Regardez bien, tout ce qu'on va écrire là, c'est vrai que le ressort soit comprimé ou qu'il soit étiré. Il y a parfois des gens qui croient que l'expression de la force, l'expression de la tension, dépend du fait que le ressort soit étiré ou qu'il soit comprimé. C'est faux. C'est faux. Cette formule-là, regardez, elle s'applique que le ressort soit étiré ou qu'il soit comprimé. Pourquoi? Parce que si le ressort est étiré, ça veut dire que sa longueur totale est plus grande que sa longueur à vide, auquel cas, regardez, ce truc-là est positif et vous avez une force de rappel, un peu comme d'ailleurs sur le dessin ici, je pourrais le dessiner. Donc elle ramène. Mais si ce truc-là est négatif, c'est possible aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur totale est plus petite que la longueur à vide. Donc si ce truc-là est négatif, comme il y a le moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ressort est comprimé, donc que la force, elle est vers la droite. Donc vous voyez, il n'y a pas deux expressions de la tension du ressort suivant qu'il est étiré ou qu'il est comprimé, il n'y en a qu'une. Et tout est compris là-dedans. Vous avez compris? Alors maintenant, on regarde le ressort numéro 2. On applique bêtement la formule qui est là. Si vous avez compris ça, tout va bien se passer. Donc ça fait moins grand K, une chose après l'autre. Longueur totale. Alors on regarde la longueur totale. Regardez, c'est peut-être ça le plus difficile. Au départ, c'est pour ça qu'il faut faire un dessin à l'équilibre et hors équilibre l'un sous l'autre. Au départ, donc on avait la longueur L0 ici. Alors regardez, on a gagné X2 ici et on a perdu X1
ici. D'où l'importance de faire un dessin avec des grandeurs positives, parce que sinon vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Donc ça veut dire que ça vous fait moins k, L0, donc L0 c'était les pointillés, j'ai gagné x2, j'ai perdu x1. Donc ça fait plus x2 moins x1, et maintenant j'enlève la longueur à vide, parce que j'oublie pas que, voilà, il faut soustraire la longueur à vide, d'accord? Et encore une dernière petite difficulté, il faut maintenant que je m'occupe de ce vecteur unitaire. Donc la question c'est, est-ce que ça va être plus ux ou est-ce que ça va être moins ux? Mais regardez, mentalement, si vous voulez, vous n'avez qu'à faire comme si ici, cette partie-là était fixée, hein, parce que dans votre tête, pour vous aider, donc vous voyez que le vecteur unitaire u, puisque vous regardez la force qui s'exerce par ce ressort sur ce point, eh bien ça vous fait moins, il faut multiplier par moins 1. Parce que c'est moins ux. J'ai directement mis en projection. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on peut faire, voilà les petites difficultés que vous allez rencontrer sur ce genre d'exercice. Et je peux vous dire par expérience qu'il y a beaucoup de gens pour qui, voilà, ils ne s'en sortent pas trop avec, c'est surtout le ressort du milieu, hein. Donc ça vous fait moins k x1 moins grand k facteur de x2 moins x1. Alors, cette équation, on peut la réécrire sous la forme. Alors, donc l'oscillateur harmonique, donc voilà l'équation pour x1. Allez, on va faire maintenant l'équation pour x2. Donc même technique, donc principe fondamental de la dynamique, donc à la masse m2. Donc m c'est la même masse, hein, x2 point point. Alors, cette fois-ci, on regarde donc la force exercée sur cette masse-là, donc même technique. On va prendre tout de suite le ressort du milieu, donc c'est grand K. Donc ça va faire moins grand K, sa longueur totale. Donc là, j'utilise le même raisonnement que celui que j'ai fait pour le ressort précédent. Donc plus x2 moins x1, j'enlève la longueur à vide. Alors là, le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que cette fois-ci, je regarde la force exercée par un ressort de la gauche vers la droite. Donc comme j'ai orienté l'axe x vers la droite, donc je multiplie par plus 1. Bon, je ne l'écris pas. Ensuite, moins petit k, donc là maintenant on va regarder la force exercée par ce ressort ici sur la masse m2, donc ça va faire petit k. Donc il nous faut maintenant la longueur totale de ce dernier ressort ici, quand x2 est positif, hein, on prend toujours des grandeurs positives. Donc on voit, hein, il suffit de lire le dessin avec des grandeurs positives, que la longueur de ce ressort c'est L0 moins x2. Voilà. Et, attention, il ne faut pas oublier de se dire qu'il faut multiplier par plus ou moins 1, suivant que le vecteur unitaire dirigé de la partie fixe, alors ici on peut le dire, vers la partie mobile. Et donc là, il faut aussi multiplier par moins 1. Alors, les L0, et il faut soustraire ici la longueur à vide, bien sûr. J'avais oublié de le faire dans la parenthèse. Donc, on va ordonner tout ça, et ça va nous donner en fait une équation qui est strictement symétrique à l'autre en x1, x2, donc plus... D'ailleurs, ça aussi, c'est un moyen d'auto-vérification. Hein. Si ici, vous avez un moins, si vous ne trouvez pas l'oscillateur harmonique, ou si vous trouvez des raideurs qui n'ont pas le même signe, eh bien, voilà, c'est un bon moyen de vérifier si vous avez fait ça correctement ou pas. Est égal à, donc, plus k x1. Alors, c'est le grand K, le ressort du milieu. Donc, j'ai presque envie de recopier la première équation sous la deuxième, hein, pour que vous voyez bien qu'elles sont strictement identiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système d'équations différentielles couplées en x1, x2. Dans l'équation différentielle en x1, j'ai du x2. Dans l'équation différentielle en x2, j'ai du x1. Hein, et le membre de gauche, c'est à chaque fois un oscillateur harmonique. Alors, vous connaissez peut-être la technique pour découpler, donc c'est l'étape suivante, c'est découpler le système d'équations différentielles. Alors, pour faire ça, donc là, vous avez toutes les équations, voilà. Donc, pour faire ça, il y a une technique. Quand on vous dit rien, ça veut dire que c'est la technique qu'on va faire là qu'il faut appliquer, c'est poser la somme et la différence. D'accord? Donc, on peut poser sigma est égal à x1 plus x2, c'est-à-dire qu'on ne va plus travailler avec x1, x2 tout seul, mais avec la somme et la différence. Et alpha est égal à x1 moins x2. Donc, ce sont des fonctions du temps. Et donc, en additionnant et en soustrayant
les équations, j'appelle 1 celle du bas, hein, parce que c'est celle qui est relative à x1 et 2 celle du haut, c'est celle qui est relative à x2. Donc si on additionne les deux, ça va nous donner, est-ce que vous voyez, je peux le faire directement? Donc ça va nous donner m sigma point point, hein, parce que sigma point point c'est x point 1 point point plus x2 point point. Alors quand on le fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir du grand K x1 plus x2. Et là aussi, j'ai du grand K x1 plus x2 dans le membre de droite. Hein. Donc finalement, les grands K vont se simplifier et il va me rester que petit k fois sigma est égal à 0. Et donc on obtient un oscillateur harmonique parce qu'on n'a pas de second membre, vous voyez, pour sigma, donc la somme x1 plus x2. Et ça va mettre en évidence un mode propre. On va trouver grâce à ça ce qu'on appelle la pulsation propre du mode symétrique. Donc vous connaissez la forme canonique hein, des oscillateurs harmoniques. On sait que par homogénéité, on peut poser oméga carré. Donc je vais appeler oméga s carré est égal à k sur m. Donc la pulsation qui apparaît ici. Et il faut savoir écrire directement les solutions. Alors vous savez que quand on a un oscillateur harmonique, il y a toujours deux types de solutions. A cos oméga t plus b sin oméga t ou c cos oméga t plus phi. Je vous encourage pratiquement toujours à prendre le A cos oméga t plus B sin oméga t parce que c'est plus facile de trouver A et B que de trouver souvent C et phi. Hein. Évitez les solutions avec le phi. La solution avec le phi, elle est intéressante quand on veut voir l'amplitude des oscillations, mais très souvent, soit A, soit B est nul suivant les conditions initiales. Donc, écrivez-le plutôt comme ça. Ça va? Et puis, si on fait maintenant, là, alors là, j'avais fait 1 plus 2, hein, pour trouver l'équation différentielle. Donc ça venait de 1 plus 2. Et maintenant, je vais faire la soustraction. 1 moins 2. Donc si je fais 1 moins 2, je vais faire apparaître la différence de x1 moins x2. Donc je vais avoir m alpha point point plus, alors regardez, donc on va avoir grand K plus petit k facteur de x1 moins x2. Donc ça c'est alpha. Et puis, comme je vais faire x2 moins x1, mais je peux le passer de l'autre côté du signe égal, donc finalement, là, plutôt que de se compenser, ça va s'additionner. Hein, et donc, je vais avoir petit k plus 2 grand K fois alpha est égal à 0. Et là, pour alpha, comme pour sigma, j'ai un oscillateur harmonique et j'ai une pulsation propre qui apparaît naturellement dans le calcul. Et c'est ce qu'on appelle la pulsation du mode antisymétrique. On va voir ça tout à l'heure pourquoi. Hein, donc, voilà l'équation en alpha. Et donc, je vais poser oméga A c'est pour antisymétrique, est égal à racine carrée, ou j'aurais pu poser le carré, hein, au carré, donc égal à petit k plus 2 grand K sur petit m. Donc, voilà où on en est jusqu'à présent. Donc, on a simplement fait un changement de variable. Pour l'instant, c'est purement mathématique. On a fait un changement de variable et on voit qu'en posant sigma et alpha, la somme, la différence, eh bien, on n'arrivait pas à résoudre là-bas parce que les seconds membres dépendaient du temps, mais là maintenant on a des seconds membres qui ne dépendent plus du temps, donc on sait résoudre. Alors évidemment, hein, alpha de t, pareil, ça va être, alors je vais prendre d'autres constantes, c cosinus oméga a t plus d sinus oméga a fois t. Voilà. Alors comment après donc on peut résoudre? Eh bien, ça va dépendre des conditions initiales. Hein, donc comme on l'a vu sur la petite vidéo d'animation là, eh bien, ça va dépendre de ce qu'on fixe. Alors, regardons justement, maintenant, on va illustrer la notion de mode propre. Donc là, j'allais dire la physique arrive, la physique est là. Hein, elle est là. Alors, comment est-ce qu'on peut exciter soit un mode propre, soit l'autre mode propre? Ben, on l'a vu tout à l'heure. Que se passe-t-il, par exemple, si alpha vaut 0? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que alpha vaut 0? Ben, comme alpha, c'est x1 moins x2, ça veut dire que x1 est égal à x2, en particulier pour les conditions initiales. Donc là, il faut lâcher les deux ressorts sans vitesse, avec la même élongation, hein, ce qu'on a fait sur la vidéo, et alpha vaut 0. Donc x1 égale x2, puisque alpha c'est... Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alpha vaut 0, mais pas sigma. Hein, parce que sigma, donc, c'est x1 plus x2. Donc lui, il est différent de 0. Alors, comment faire ça? Ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il suffit de fixer les conditions initiales. Donc, est-ce qu'on peut faire un exemple? Par exemple, si vous fixez x1 point égale x2 point égale 0 à t égale 0, donc là, je mets des conditions initiales, hein, et puis vous prenez x1 égale x2 est égal à x0
à t égale 0. Hein, donc pour ces conditions initiales-là, vous pouvez montrer très facilement que donc les deux vont vibrer en phase avec la même amplitude, avec un cosinus. Hein, voilà. Et puis ça va se faire avec donc oméga s de t. Hein, donc vous aurez en fait x1 égale x2 égale x0 cosinus oméga s fois t. Donc ça, c'était le mode propre symétrique, hein, les deux vibraient avec la même fréquence. Et d'ailleurs, par le calcul, on a trouvé hein, la pulsation propre de ce mode-là. C'est racine de k sur m. C'est un petit peu plus lent que le mode antisymétrique. Donc ça, c'est le mode dit symétrique. Donc un mode propre, en fait, c'est une façon de vibrer pour le système. Hein, donc dans ce mode-là, les deux ressorts vont vibrer à la même fréquence. Ils sont en phase. Les deux vibrations sont égales. Alors, c'était le premier mode propre. Il y a un deuxième mode propre. Que se passe-t-il maintenant si c'est sigma qui vaut 0? Donc, comme sigma, c'est la somme des deux, dire que sigma vaut 0, ça veut dire que x2 est égal à moins x1. Donc là, ils sont opposés. Alors, comment faire ça? À t égale 0, vous les lâchez, comme on l'a vu sur la simulation, sans vitesse initiale et avec des élongations qui sont opposées. D'accord? Donc, x1 égale à moins x2 égale à x0, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Et donc, à ce moment-là, ils vont vibrer comme ça, hein, donc en opposition de phase, avec la même amplitude et avec la pulsation qui va être la pulsation de alpha, parce que c'est alpha qui est différent de 0, hein, puisque alpha, il vaut x2 moins, il vaut, on l'avait défini par x1 moins x2, je crois. Hein. Bon, on aurait pu faire l'inverse, hein, on peut prendre l'opposé. Là, c'était x1 moins x2. Donc, à ce moment-là, ça vaudra aussi 2x0 cosinus. Hein, il n'y a que le cosinus qui va rester. Je vous laisse résoudre, c'est un peu trivial. 2 cosinus oméga a t. Donc, c'est le mode dit antisymétrique. Voilà. Et ce sont les deux seules façons pour les deux masses de vibrer avec une fréquence unique. Alors, ce qui va être intéressant, parce que vous allez voir que c'est ça qu'on va développer dans la suite, c'est que les modes propres, en fait, ça sert de base de décomposition pour n'importe quelle vibration. Donc, si par exemple, en condition initiale, on prend le troisième cas qu'on a vu, donc on prend un cas quelconque. Le cas quelconque, eh bien, ça veut dire qu'on fait un mélange des modes propres. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une combinaison linéaire des modes propres. Donc, j'ai envie de fixer à t égale 0. Qu'est-ce que je pourrais fixer? Par exemple, je fixe x1 égale x0, x2 égale 0. Hein, c'est ce qu'on avait fait sur la simulation. Donc là, on a écarté le premier de sa position d'équilibre. Et par contre, le deuxième, on l'a laissé immobile au départ. Et puis, on n'a mis aucune vitesse pour aucun des deux. Bien sûr, vous pouvez vous amuser hein, à résoudre ce truc-là pour des conditions initiales complètement quelconques. C'est encore un cas particulier, mais qui va nous permettre de bien illustrer ce qui se passe. Alors, regardez un petit peu comment on résout quand vous avez un cas quelconque. Évidemment, on pourrait se dire, je vais chercher tout de suite x1 et x2. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Pourquoi? Alors, je pourrais dire, je peux trouver x1 plus x2. Parce que regardez, avec la définition de sigma et de alpha, vous avez x1 qui vaut sigma plus alpha sur 2. Et vous avez x2 qui vaut sigma moins alpha sur 2. Donc, si vous connaissez alpha et sigma, vous connaissez x1 et x2. Hein, vous voyez, nous, tout à l'heure, on a posé sigma égale x1 plus, mais ça, vous pouvez inverser la relation. Alors, très souvent, on a tout de suite envie de résoudre en x1 et x2, mais il vaut mieux d'abord résoudre en fait à trouver alpha et sigma en fonction du temps, et seulement à la fin, quand vous avez trouvé alpha et sigma avec les conditions initiales, donc il faut transformer ces conditions initiales en des conditions initiales non plus sur x1 et x2, mais des conditions initiales sur alpha et sigma. C'est pas difficile, hein? Donc que vaut sigma à l'instant t égale 0? Là, je mets que les conditions initiales, hein? Ici, donc que vaudra sigma? Sigma, c'est la somme. Donc si x1 vaut x0, x2 vaut 0, la somme, elle vaut x0 à t égale 0. Et la différence x1 moins x2, elle vaut aussi x0. Et sigma point, il vaut 0. Et alpha point, il vaut 0. Parce que alpha point, c'est x1 point plus x2 point. Alpha point, c'est x1 point moins x2 point. Donc à t égale 0, comme il n'y a pas de vitesse. Vous voyez, donc il faut savoir traduire les conditions initiales en x1, x2 sur alpha et sigma, ce n'est pas difficile.
Donc, comme je sais que les solutions générales de sigma et de alpha, elles sont comme ça. À t égale 0, j'ai x0, voilà, donc là, c'est pratiquement immédiat. Je me retrouve avec sigma va valoir x0 cosinus oméga 0t. Et d'ailleurs, alpha, donc ici, donc ça va être oméga st et alpha, donc x0 cosinus oméga a fois t. Donc, on a trouvé les fonctions sigma et alpha. Et donc là, ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est de reporter dans x1 et x2. Donc on aura x1, donc là on voit bien le mélange des modes propres. Ça va faire x0 sur 2, cosinus oméga st plus cosinus oméga at. Donc on a une combinaison linéaire des deux modes propres et c'est le cas général. Alors bien sûr, là, cette combinaison linéaire, elle est liée aux conditions initiales particulières, mais on illustre un fait général, hein, c'est que, de façon générale, le spectre. Alors, on a parlé de série de Fourier il n'y a pas longtemps en électricité, mais c'est très général. Si on vous dit quel est le spectre des oscillations dans le cas général, c'est-à-dire quelles sont les fréquences qui sont connues, ça, ce n'était pas du tout évident, parce que vous vous souvenez, quand on a vu osciller les trucs, on disait ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. Eh bien, ça ressemble à rien peut-être en temps, mais ça ressemble à quelque chose en fréquence. Parce qu'en réalité, vous voyez, si vous mettez oméga, vous avez deux pics. Alors ici, ils ont la même taille, hein, et avec oméga S, oméga A. Et donc, le spectre de ce signal, vous voyez, il est tout décomposé en série de Fourier, si on peut dire ça, il n'y a rien à faire, aucune formule à appliquer, c'est une somme de cosinus, donc ça veut dire que son spectre, ce sont les fréquences qui sont contenues là-dedans. Hein. Donc, il y a deux fréquences là-dedans. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait mettre en évidence éventuellement un phénomène de battement dans un cas particulier. Donc là, c'est encore un sous-cas particulier. Déjà, ça, c'était un cas particulier à cause des conditions initiales qu'on a fixées. Mais je vais faire un sous-cas particulier. C'est quand le couplage est faible. Donc, cas particulier. Que se passe-t-il si grand K est très petit devant petit k? Donc, grand K, c'est la raideur du ressort du milieu. Donc ça veut dire que le ressort du milieu a une raideur qui est très petite devant la raideur des ressorts aux extrémités. Alors on aimerait transformer un petit peu cette formule-là. Alors ça, c'est une technique très classique que vous avez vue en première année. Hein, donc là, on va la revoir ensemble. C'est que se passe-t-il en fait quand on additionne ou qu'on soustrait deux sinusoïdes qui sont de fréquences très proches? Et ça, vous devez savoir ce que ça vous donne, parce que ça va vous donner des battements. Alors est-ce qu'on est capable de remettre en forme les battements? Vous savez que la technique, en fait, c'est de faire apparaître une enveloppe et un truc qui oscille sous l'enveloppe. Et pour ça, hein, la technique mathématique, c'est de transformer, voilà, je vois que vous voyez ça, la somme ou la différence en des produits. Alors on refait ça ensemble. Donc ça fait x1. Donc ça va nous faire cos p plus cos q, 2 cos p plus q sur 2, cos p moins q sur 2. Donc ça va faire, allez, on écrit le 2 si vous voulez pour qu'on voit d'où vient la simplification. Donc on aura cosinus de oméga s plus oméga a sur 2 fois t, cosinus de oméga s moins oméga a, où on aurait pu prendre l'opposé pour avoir un truc positif, mais bon, c'est pareil, sur 2 fois t, parce que oméga a est plus grand que oméga s. Et puis, donc pour x2, alors là, on va avoir que des sinus, donc ça va faire moins 2 x0 sur 2, hein, cos p moins cos q, moins 2 cos p plus q sur 2, non, sin p plus q sur 2, sin p moins q sur 2. Donc ça va faire sinus de la même chose. Voilà. Et sinus de oméga s moins oméga a sur 2. Alors les deux ici simplifient. Ici, en changeant le signe dans le sinus, donc je vais faire oméga a moins oméga s. Tiens, je vais faire pareil ici, là j'ai rien à faire parce que le cosinus est pair, comme ça on aura des expressions symétriques avec des trucs positifs dans les sinus et dans les cosinus. Alors on peut faire un petit développement limité, parce que j'ai choisi un ressort au milieu qui a une raideur qui est beaucoup plus petite. Alors comment transformer simplement? Qu'est-ce que ça veut dire que, regardez, vous avez les expressions de oméga s et oméga a. Là, comme j'ai plus beaucoup de place là, je vais faire ça là dans ce petit carré. D'accord? Donc on avait
Donc oméga S qui valait racine de petit k sur m. On avait oméga A qui valait racine de petit k plus grand k sur 2, il y avait 2 k là, hein, sur m. Alors, si je fais la demi-somme, étant donné que grand K est très petit devant petit k, grand K est très petit devant petit k, on a un oméga moyen, d'accord? Donc, on peut dire que oméga S est très peu différent de oméga A, hein, et donc ici, quand on aura la demi-somme, on peut remplacer au choix par oméga S ou par oméga A. Alors maintenant, par contre, quand on fait la soustraction, hein, c'est ça qui va être intéressant, c'est de faire un petit développement limité sur la soustraction. Alors regardez des techniques très classiques. Donc vous faites oméga A moins oméga S. Donc ça vous fait... Alors je vais mettre racine de K sur M en facteur, parce que c'est le terme prépondérant. Hein. Donc là, je vais avoir... donc... racine de 1 plus 2 grand K sur petit k. Hein, vous voyez, si je mets racine de K sur M en facteur. Et puis donc là, je vais avoir moins 1, hein, qui n'est pas sous la racine. Donc là, je fais un petit DL du binôme, parce que grand K sur petit k est très petit devant 1. Donc vous savez que 1 plus epsilon à la puissance 1 demi, ça fait environ 1 plus 1 demi de epsilon. Donc ça va vous faire... Donc ce truc-là, ça va vous faire racine de K sur M, c'est-à-dire oméga S, donc à peu près égal à donc, 1 moins 1, bon je peux l'écrire comme ça si vous voulez, 2K sur 2 petit k moins 1 pour que vous voyez d'où ça vient. Donc les 2 se simplifient, les 1 se simplifient. Et donc ça vous fait que delta oméga, si j'appelle ça delta oméga, est environ égal à oméga S fois grand K sur petit k. Et évidemment, c'est très petit devant oméga S, étant donné que grand K sur petit k, c'était notre epsilon, il était très petit devant 1. Alors regardez un peu ces trucs-là, comment on va les réécrire. Donc on va les réécrire x0. Alors je choisis oméga symétrique, hein, mais je pourrais mettre aussi bien oméga antisymétrique ici parce qu'ils sont très peu différents l'un de l'autre. Et puis là, par contre, donc on a oméga S, grand K sur petit k fois t. Donc celui-là, il oscille beaucoup plus lentement et celui-là, il oscille beaucoup plus vite. Hein, et donc ici, on aura x0, cosinus de sinus, pardon, on n'a que des sinus là, oméga st, sinus de oméga s, grand K sur petit k fois t. Alors, encore faut-il savoir représenter très rapidement ces fonctions. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait quand on a des battements? Et ça, on va le revoir par exemple en modulation d'amplitude. Hein, tout à l'heure, on parlait de ça, modulation d'amplitude. Vous avez le produit d'un truc qui va très vite par un truc qui va doucement. Alors d'abord, il faut donner l'équation des enveloppes. Est-ce que vous savez donner l'équation des enveloppes? Oui? Alors comment on trouve les enveloppes? Donc c'est celui qui a la grande fréquence qui a la plus petite période. C'est celui qui a la petite fréquence qui a la plus grande période. Donc ça veut dire que lui, il va tout doucement pendant que lui, il va très très vite. Donc comment on trouve l'équation des enveloppes? Ce qu'on va dire, c'est que quand celui qui va très vite varie entre moins 1 et 1, l'autre, il a à peine eu le temps de varier. Donc l'équation des enveloppes, c'est quoi à chaque fois? Donc pour x1, donc les enveloppes, vous faites celui qui va vite, qui oscille entre ces valeurs extrêmes, hein, plus ou moins 1. Donc les enveloppes, c'est plus ou moins x0, et donc vous gardez celui qui oscille lentement. Hein, c'est celui qui oscille lentement qui va vous donner les enveloppes. Mais attention, il faut mettre le plus ou moins. Donc vous avez deux enveloppes en fait qui vont être comme ça. Vous voyez? Plus ou moins cosinus. Donc ça, c'est avec le plus. Et maintenant, avec le moins. Voilà, ça va se croiser comme ça. Donc en fait, il y a deux sinusoïdes emboîtés, hein, et qui ont comme fréquence la plus lente. Et puis maintenant, à l'intérieur de ça, eh bien, vous avez celle qui oscille rapidement. Donc elle est, vous voyez, comme ça à l'intérieur. Donc il y a deux temps caractéristiques, parce qu'il y a deux périodes caractéristiques, il y a deux fréquences caractéristiques. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est avec le cosinus. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le sinus?
Donc ça, ce sera pour x1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la simulation, l'échange d'énergie entre les deux ressorts. Vous vous souvenez des graphes qu'on a vus, hein, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y en a un qui est à son maximum quand l'autre, en fait, va être donc il va y avoir un décalage. Hein, l'autre va être à son minimum, il va y avoir un décalage. Donc, pour l'autre, les enveloppes, c'est avec des sinus. Donc, on va avoir deux sinus de même fréquence pour les enveloppes. Bon, je vais essayer de dessiner ça correctement. Voilà. 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 Et puis, bon, c'est censé être partout équidistant. Donc les enveloppes là, c'est les sinus. Hein, et puis vous faites la courbe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, voilà les battements et l'échange d'énergie. Hein, entre les modes propres. Et donc, de façon générale, vous retenez que un mode propre, donc c'est une façon d'osciller à une fréquence donnée, mais il faut des conditions initiales particulières. Donc ici, on a mis en évidence, il y avait deux masses, il y a deux modes propres. On peut montrer pour une chaîne oscillateur, voilà, de n masses, il y a n modes propres quand on les fixe comme ça aux deux extrémités. Hein, je pourrais vous montrer ça sur une autre animation. On va multiplier après le nombre de masses. Puis à la fin, ça ressemble à une corde vibrante, à une corde de Meld. Hein, pratiquement avec les modes propres qu'on étudiera un petit peu plus tard.